bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette presque quatrième demi-journée de colloque. On va appeler demi-journée la première soirée. Donc, j'espère que la soirée d'hier s'est bien déroulée pour tous. Également, bon retour les uns les autres selon ce que vous aviez prévu. Certains se coucher dès la fin des derniers musiques. D'autres se baigner, peut-être certains aller dans quelques endroits obscurs de la méthode de Nice, peut-être, ce qui peut justifier quelques absences ce matin. Donc je m'adresse à tous les absents. J'aurai le plaisir de vous présenter, au moins nominativement, pour certains physiquement, l'équipe qui s'est pleinement investie de manière à vous offrir ces quelques jours au moment de la clôture. Donc je sais d'abord Swarovski de nous avoir rejoint de manière à aborder un sujet complémentaire de l'ensemble des thématiques qui nous ont préoccupés pendant ces 3 journées. Et je cède de suite la parole à M. Perret pour le déroulement. Merci. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de votre soirée récréative d'hier au Negresco, un des lieux emblématiques de la Côte d'Azur. Nous nous retrouvons ce matin pour une conférence qui va clore cette troisième journée de colloque. Cette conférence, proposée par M. René Bagorski, a pour thème Performance des individus, performance du système de formation professionnelle. Un éclairage pour la formation professionnelle à l'université. Comme il s'agit en quelque sorte d'un one-man show, je vais vous présenter en quelques mots le parcours de notre conférencier, M. René Bagorski, qui a débuté sa carrière en tant que professeur d'histoire géo dans un lycée professionnel. Il a pendant 10 ans mis ses talents de négociateur au service de la CGT et a dans ce cadre participé aux négociations des accords de 2003 et 2009. En 2009, il a quitté alors toute action syndicale pour devenir consultant expert en formation professionnelle. En 2013, il a rejoint l'AFPA au poste de directeur du département relations partenariales. Parallèlement, il a poursuivi sa carrière d'enseignant à l'Université Paris-Descartes de 2009 à 2015, puis en tant que professeur associé au CNAM depuis 2015. La même année, il a accédé à la présidence de l'AFREF, l'Association française de réflexion et d'échange sur la formation, une association dont vous partagez les valeurs et pour laquelle vous avez plusieurs fois animé des sessions ces dernières années. J'ajouterai que vous êtes co-auteur du rapport « Les opérateurs de compétences, transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences ». Donc vous l'avez compris, M. René Bagorski est un spécialiste reconnu de la formation professionnelle et c'est à ce titre qu'il va nous présenter sa vision de la performance du système de formation professionnelle. Voilà, tout simplement comme précédemment lors de chaque table ronde des conférences, il y aura un temps d'échange pour vos questions et interventions que vous pourrez poser en direct ou via le réseau WhatsApp. M. Bagorski, c'est à vous. Bonjour à tous, et en vous écoutant, je me dis vache, je commence à me faire vieux. C'est effectivement tout un parcours dans la formation professionnelle depuis plus de 30 ans maintenant, et avec un prisme depuis 20 ans maintenant sur la formation professionnelle continue, donc la formation des adultes, et avec un engagement sur des valeurs qui sont celle que porte l'association, donc la FREF dont vous avez parlé tout à l'heure. Et la FREF a une caractéristique, c'est qu'elle a été créée en 1961, donc avant ma naissance, donc je ne suis pas si vieux que ça, par le DRH de Siemens, qui avait un double objectif, c'était de dire qu'il fallait avoir des lieux de réflexion où on puisse aller à la fois parler des besoins des entreprises, et à la fois parler en fait des besoins des collaborateurs, mais pas exclusivement et uniquement des collaborateurs en lien avec les besoins du marché. Alors on a quelques marottes à l'association et on a des référents. Et le premier référent, c'est le marquis de Condorcet. Le marquis de Condorcet, en 1992, a écrit un rapport sur l'instruction publique
que je vous engage largement à relire, parce que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, on a l'impression qu'à l'époque, il avait déjà tout mis sur la table, et qu'il avait notamment, en fait, et c'est moi ce qui m'intéresse de partager avec vous, il a dit que finalement, l'instruction devrait offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. Donc c'est quand même une phrase extrêmement forte. Il y a une autre phrase qu'il a prononcée que je n'ai pas mis ici, mais que réfléchissez-y. Vous êtes enseignant, mais pour certains, vous êtes dans le système universitaire, en tout cas pour tous. Et il s'interrogeait de la façon suivante, il disait, est-ce qu'il y aurait d'un côté des gens qui raisonnent, et de l'autre côté des gens qui croient, d'un côté des dominants, et de l'autre côté des esclaves. Et tout le propos que vous avez eu depuis le début de votre séminaire sur la notion de performance, essayons de réfléchir à la notion de performance à l'aune de ces deux phrases là, de Condorcet, celle d'offrir à tous les individus les moyens de pourvoir à leurs besoins, etc. Et celle de se dire, est-ce qu'il y aurait d'un côté des dominants et de l'autre côté des gens qui croient. Et vous avez tous entendu Antoine Fouché, à qui j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup l'été dernier, vous expliquer les bienfaits de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Antoine, il est fantastique, hein, il a tous les éléments de langage qu'il faut, et on est entre nous, parfois il fait passer les vessies pour des lanternes, mais avec toute bonne foi. Donc, vous l'avez remarqué, non hein, ça roule tout seul, ça va bien, ça coule. Mais ce qui est intéressant avec Antoine Fouché, c'est qu'on peut disputer. Et moi, il y a une chose qui m'importe beaucoup dans la vie, c'est la dispute, dans le bon sens du terme. Et si vous regardez en fait bon nombre de colloques, on ne dispute plus, on vient juste, comment dire, écouter la bonne parole, un discours officiel. On pose des questions sur un discours officiel, mais on oublie qu'en fait ce discours officiel, il est dans une histoire, et que cette histoire-là, si on ne la maîtrise pas trop, ben on passe un peu à côté des choses. Donc j'ai une dernière phrase que j'aime bien, mais ça c'est Bernard de Chartres. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. En gros, quand on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à savoir où on va. Et que la notion de performance, elle est aussi dans ce cadre-là. C'est une performance n'existe que s'il y a du sens. Elle n'existe que pour des individus ou pour des systèmes à partir du moment où il y a des valeurs partagées. Et quelles sont les valeurs qu'on partage aujourd'hui dans la société qui est la nôtre? Grand point d'interrogation, parce que pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ça me laisse quand même un peu pantois quand tout est fait dans le cadre d'un lien de subordination. Je reste un peu dans l'histoire, parce que comme je vous ai dit que Bernard de Chartres, pour moi, c'était important, donc on va faire un peu d'histoire. On a sauté la période Condorcet, on a sauté le 19e siècle. Juste le 19e siècle, ce qui s'est poursuivi après le rapport de Condorcet, il y a eu trois courants qui se sont mis en place. Un courant laïque, un courant anticapitaliste et un courant social. Chacun de ces courants irriguant la société à travers des associations, débouchant pour la partie laïque sur la Ligue de l'enseignement, pour le courant social sur tout ce qui était les jeunesses ouvrières chrétiennes, et pour la partie anticapitaliste sur les universités populaires et les écoles populaires. Donc ayez ça à l'esprit aussi, que ces trois courants-là, ce sont les courants qui ont irrigué tout le 19e siècle et tout le 20e siècle, tout le début du 20e siècle, et que c'est parce qu'il y a eu ces courants-là que dans la Constitution de 1946, il a été inscrit en fait, alors j'ai juste mis le point sur la formation professionnelle, et pour la première fois inscrit comme étant un droit fondamental dans la Constitution française, au même titre que l'accès aux soins, à la retraite et au bien-être. Je mets les deux ensemble, accès aux soins, au bien-être, à la retraite et accès à la formation, et je ne l'ai pas marqué là, si vous allez regarder le texte, accès à la formation et à la culture. À aucun moment on ne parle d'accès à la formation professionnelle,
Et à aucun moment on remet en cause la capacité, la possibilité pour un individu d'avoir accès à la culture, donc à l'émancipation, en sortant des fourches codines du marché. En 1959, un mec réputé quand même pour être un mec de droite et d'ordre, M. Debré a constaté quand même qu'il y avait, la guerre avait fait quelques dégâts, notamment auprès de la gente masculine, et qu'il manquait de compétences. Donc il s'est dit, il va falloir qu'on réfléchisse sur la notion d'émancipation et de promotion sociale. Et en 1959, il demande aux organismes de formation de s'ouvrir le soir, et il dit que toute promotion sociale est le résultat d'un effort personnel. Mais il demande aussi aux organismes de s'ouvrir et donc de permettre l'accès à la formation, à la culture, en dehors du temps de travail. Ça, c'est quelque chose d'important. On parle encore de promotion et d'émancipation. Mais quand on parle d'efforts d'individuel, je remets en perspective par rapport à la performance. Est-ce qu'un effort individuel est forcément une performance? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire le mot performance dans le cadre d'un individu qui choisirait d'aller faire de la formation en cours du soir? En décembre 1966, la loi réaffirme que la formation est un service public en obligeant l'État à intervenir dans ce domaine. Je fais un portrait en creux par rapport à pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On vous a parlé de marché dérégulé, de performance dans un marché dérégulé. J'étais assez surpris du titre parce que pour moi, en fait, on est dans le cadre de la performance dans un marché hyper régulé sous contrôle de l'État. J'ai dû vous le dire, Antoine. C'était le petit doigt sur la couture maintenant. Donc vous avez là une réaffirmation en 1966 du rôle et de la place de l'État, et on ne parle pas de la formation comme étant un marché. Non seulement la formation aujourd'hui est un marché, mais vous le savez tous, à travers l'évolution des certifications et la transformation en bloc de compétences, on est en train de faire de la formation un marché avec des produits, et des produits qui doivent répondre aux besoins de l'économie et de façon la plus immédiate possible. Et donc derrière tout ça, c'est la performance des structures de formation demain, quelles qu'elles soient. Ce sera en fait jugé à l'aune de leur capacité à intégrer rapidement les personnes dans l'emploi et de répondre aux besoins de l'économie. Et à aucun moment, ce qui est un peu aujourd'hui la notion du diplôme, qui est une certification, on peut dire qu'elle a une utilité sociale et donne une identité opposable, à demain des certifications opposables sur le marché du travail, mais des certifications n'étant exclusivement que des certifications répondant aux besoins de l'économie et non plus des certifications sociales permettant en fait une identité autre, une émancipation telle que c'était un peu la logique actuelle. Dans ce que je dis, réfléchissez à vos métiers aujourd'hui, réfléchissez aux certifications que vous dispensez, et j'utilise à dessein le mot certification et je ne parle pas de diplôme. Vous savez que la certification, c'est un mot valise, où vous avez les diplômes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais vous avez les titres des différents ministères, les CQP des branches, et les certificats que construisent les organismes de formation. Tout ça, ce sont des certifications. Je ne sais pas si vous en avez parlé ces 2 derniers jours, mais l'objectif dans les 5 ans à venir, c'est qu'il y ait des passerelles entre toutes les certifications et que le bloc de compétences soit le maître étalon du système. Et donc de faire passer la logique du système, une logique verticale. Quelqu'un vient à l'université et fait un parcours de A à Z, à une logique qui sera une logique horizontale, où quelqu'un viendra faire un bloc de compétences inscrit dans un diplôme, charge pour la personne de terminer son parcours dans les 5 ans à venir, puisque toute certification professionnelle doit être rénovée tous les 5 ans. Vous vous rendez compte, là, les changements que ça fait, donc la notion de performance
du système lui-même, comment il va évoluer. On en a, j'ai presque failli dire rien à faire, que demain vous ayez X étudiants qui sortent avec tel diplôme. Ce qu'on va vouloir mesurer demain, c'est qu'il y ait X étudiants qui aient en fait des certifications opposables et utilisables directement sur le marché du travail. C'est ça la logique. Et quand je dis que c'est un marché dérégulé, il n'est pas si dérégulé que ça, puisque l'objectif final de l'ensemble du système, c'est la compétitivité des entreprises et la sécurisation du parcours des individus dans ce cadre-là, dans un cadre de réponse aux besoins de l'économie. Alors mon ami Condorcet, quand il disait permettre à chacun en fait d'argumenter contre les puissants, vous vous rendez bien compte que la logique de la certification demain, ce n'est pas d'apprendre à argumenter contre les puissants, mais que la logique est comment j'adapte un individu à un monde qui est en pleine évolution et comment cet individu-là est un individu producteur d'abord et non pas un individu social et encore moins un citoyen, encore un gros mot qui est sorti du vocabulaire et de nos références. Je continue dans l'histoire, je parle de la loi Delors qui avait un titre que j'aime bien, moi ça s'appelle la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent encore ce que ça veut dire éducation permanente? Oui, à peu près, hein, c'est l'éducation permanente. On parle d'éducation, hein, on ne parle pas de formation. Condorcet, il parlait d'instruction publique. Juste une petite histoire sur l'évolution des mots. Là, au XIXe siècle, ils se sont cartonnés entre les différents courants sur instruction ou éducation. Le courant social considérant que l'éducation était du ressort des familles et dans aucun cas du ressort de la nation. Et si vous regardez y compris la Troisième République, le premier ministre est un ministre de l'instruction publique et non pas un ministre de l'éducation nationale. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui remet en cause que l'éducation, elle soit nationale et que finalement, Condorcet il disait une autre chose, il disait il faut sortir des fourches codines de l'école. En gros, fourche codine, c'est que l'école, elle apprend à obéir. C'est comment on sort de cette logique-là, et l'éducation nationale, si vous regardez les manuels de la Troisième République, c'est assez passionnant, c'est comment on apprend à obéir, comment on apprend d'un côté à être à la place que la société, que la vie vous a assignée, d'un côté, non pas un esclave, mais un ouvrier, et de l'autre côté, un employeur. Je caricature, mais on est quand même un peu dans ce système-là. Donc, loi Delors, on parle de moyens de développement personnel et de promotion sociale, et je vais m'arrêter sur la loi, c'est l'accord des partenaires sociaux de 2003 qui s'appelait formation tout au long de la vie professionnelle. Et dans la logique, alors je vais dire j'y étais, dans la logique de ceux qui étaient à l'époque, on était encore dans la logique de l'éducation permanente, dans cette logique de se dire comment on permet à un individu tout au long de sa vie d'avoir accès à la formation, à la culture, d'être à la fois quelqu'un qu'on forme sur des besoins de l'économie et comment on lui permet d'avoir accès à la culture et d'avoir une forme de promotion sociale et d'émancipation. 2003, c'est une bataille forte entre les organisations syndicales de salariés et des employeurs sur un sujet qui est le congé individuel de formation. Les employeurs veulent le supprimer, les syndicats le garder, les syndicats de salariés le garder et les syndicats d'employeurs veulent mettre à la place un droit individuel à la formation, le fameux DIF, qui lui ne doit répondre qu'aux besoins des besoins des entreprises, puisque c'est un droit attaché à la personne, mais utilisable que dans le cadre d'une autorisation de l'employeur. Il y a un compromis qui sort de ce machin-là, les deux dispositifs perdurent. Et si vous regardez les textes, avant 2003, le CIF, c'était l'éducation permanente qui était sa finalité. Si vous regardez la finalité du CIF en 2003, c'est la formation tout au long de la vie professionnelle. C'est ce qu'écrivaient déjà les partenaires sociaux. Mais alors, on aime tous le langage, le vocabulaire, et chaque mot a du sens.
Et la loi de 2004, qui va en fait, celle qui est censée reprendre l'accord des partenaires sociaux, celle-là, elle ne va pas s'appeler formation tout au long de la vie professionnelle, elle va s'appeler formation professionnelle tout au long de la vie. Et donc on intègre juste un changement de place d'un mot dans un titre, on met en place un système où tout doit être réponse aux besoins de l'économie, puisque l'argent qui vient des entreprises, disent les employeurs, est un investissement, c'est son argent, et les organisations syndicales disent c'est un salaire différé. Or, manifestement, aujourd'hui, c'est simplement perçu en 2003 ou 2004 comme étant un moyen de répondre aux besoins de l'économie, et donc d'assurer, quand je dis la compétitivité des entreprises, vous voyez bien qu'on assure la compétitivité et la performance des entreprises sur leur marché, et que dans le même temps, on demande à un individu d'être performant en lui donnant des droits attachés à sa personne, mais performant dans le cadre d'objectifs déterminés par l'employeur pour pouvoir répondre aux besoins de compétitivité de l'entreprise. Et quand on parle des demandeurs d'emploi, leur parcours doit aller en fonction des finalités déterminées aussi par les entreprises. 2003-2004, c'est un changement de système extrêmement fort. Et je pense qu'il faudra quand même que je décrive ce fameux bouquin. Là. Ce nœud, là, le nœud du changement de système, la formation, il est là. Et la vision de la performance du système, elle est là aussi, puisque tout argent consacré à la formation doit être de l'argent productif pour le marché. Point. Et quand on dit que c'est un marché dérégulé, c'est pas tant ça, un marché dérégulé. Si je continue en 2009, vous avez, on change, on jette, c'est en 2013 où on va jeter le DIF et on met à place le compte personnel formation. Droit attaché à la personne. Alors vous, en tant que fonctionnaire, si vous avez un statut de fonctionnaire, vous avez compris un compte personnel formation. Vous avez déjà réfléchi dans quel cadre vous avez le droit de l'utiliser? C'est vous, hein, c'est à vous. Hein. Mais si on vous dit pas que ok vous pouvez, vous n'avez pas le droit. Donc on est dans un compte personnel formation qui est créé en 2013, 2014 avec la loi, et qui lui va devenir en fait subtil. Alors là il va falloir vraiment que les neurones se mettent en place. On veut toujours que ça soit performant et on veut toujours que l'argent que mettent les entreprises soit à un moment donné un retour sur investissement. Et donc derrière, ça génère une forme de performance économique. On va dire quoi? C'est que ce compte personnel formation, on peut l'utiliser que sur des certifications inscrites sur des listes. Alors là, ça fait mal à la tête à beaucoup. Hein. Ceux qui sont dans la partie entreprise le savent, c'est comment je sais que telle formation, je peux l'utiliser pour moi. Il y avait un truc national, un truc régional, un truc de branche. Et si vous vouliez faire quelque chose, il fallait déjà savoir comment ça fonctionnait le bazar, et donc être performant dans votre capacité à comprendre. Et même ceux qui étaient censés mettre en place le système étaient un peu incompétents dans certains cadres pour pouvoir vous accompagner dans la logique. Mais quand on est dans l'enseignement supérieur, qu'on fait de la formation continue, l'argent était là. La grosse enveloppe, on vous expliquait que la grosse enveloppe était là, il y avait cette grosse enveloppe-là, il y avait le CIF. Hein, c'était les deux enveloppes. Et puis d'un seul coup, le système fonctionne pendant 3-4 ans, là, et puis qu'à chaque fois qu'il y a un président de la République qui arrive, on vous dit la même chose, le système il n'est pas transparent. L'argent ne va pas là où elle doit aller, et puis quelque part, les performances attendues ne sont pas là non plus. Là, on fait quoi? On fait quoi à ce moment-là? On va décider, là, maintenant, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qu'il n'y a plus de peur, mais qu'il y a de l'argent. On a dû vous demander, là, c'est quand est-ce que j'ai mon chèque? Vous avez eu un chèque là, de 500 € là, au 1er janvier? Non, c'est un.
Ouais, vous avez un chèque virtuel. Vous avez un bon d'achat. Hein, vous avez un bon d'achat que vous pouvez utiliser en fait dans le cadre d'abord, un bon d'achat que vous pouvez utiliser d'abord dans le cadre du répertoire national des certifications professionnelles. Et vous avez un deuxième bon d'achat que vous pouvez utiliser dans le cadre du répertoire spécifique. Alors quand je vous parle, à peu près tout le monde sait de quoi je parle. Mais si vous recevez des gens, là, je ne sais pas s'il y a parmi vous, il y a des gens qui sont chargés d'accueillir les personnes qui voudraient faire des formations, allez leur expliquer, là, voilà, c'est inscrit au RNCP, c'est inscrit au répertoire spécifique, et donc il faut aller sur le site Trucuche, machin, il faut, voilà, ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que le système est performant? Je ne suis pas sûr. Le système, c'est avant tout un système d'initiés qui se met en place, sauf que ce système d'initiés qui se met en place, il a des répercussions sur l'ensemble des acteurs et notamment sur les organismes de formation. Ça génère plein de discussions. Ouais, parce que là, je me souviens, là, tu vois, quand il y a Madame Machin là, qui est venue me voir, là, j'étais incapable de lui dire. Et donc, ça génère des profondes mutations au niveau de l'ensemble des organismes de formation, quels que soient les organismes de formation, qu'ils soient privés ou publics. Pourquoi je dis que ça change, ça génère en fait des bouleversements profonds, c'est quand on parlait tout à l'heure du CIF a disparu, et que la loi dit qu'il est remplacé par un parcours de transition professionnelle, écrit dans le texte, sauf que très très vite, on ne parle pas de parcours de transition professionnelle, on parle de CPF de transition. Et d'un seul coup, on parle d'argent. Pourquoi on parle d'argent? Parce que là, demain, vous allez recevoir des personnes là, dans vos universités. Avant, vous leur expliquiez qu'il fallait monter un dossier, le déposer au FONGECIF, qu'il y avait une chance sur deux d'avoir son dossier qui était retenu. Là, maintenant, la première question que vous allez poser à la personne, c'est est-ce que vous avez ouvert votre compte CPF? Hein, c'est la première question que vous allez poser. Alors déjà, la personne vous regarde avec des yeux ronds parce qu'on a 27 millions d'actifs et il y a 7 millions de personnes qui ont inscrit, qui ont ouvert un compte. Vous voyez qu'il y a de la marge. Et que la deuxième question, c'est que la personne dit « je vais faire un CPF de transition » et la deuxième question, c'est « vous avez combien d'argent ?» Alors là, elle vous regarde encore avec des yeux ronds parce que là, c'est un truc qui lui a un peu échappé. Elle lui dit « j'ai des heures ». Ah ouais, non, mais les heures, ça ne marche pas parce que là, depuis le 1er janvier, le système a changé. Et qu'au-delà des heures, maintenant, chaque heure que vous avez, ça correspond à 15 €. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, votre truc, et puis d'un seul coup, vous qui recevez la personne, vous vous dites, mais est-ce que ce que la personne souhaite, est-ce que c'est vraiment inscrit au répertoire national des certifications professionnelles? Est-ce que c'est inscrit au répertoire spécifique? Et zut, où est-ce que je trouve l'information? Parce que donc, vous avez trouvé l'information, vous avez expliqué à la personne qu'elle avait des heures de DIF et de CPF, elle ne comprend rien, elle ne savait rien, vous demandez quand même le total, elle vous dit, mais vous m'avez dit, il n'y a plus d'heures, on parle d'argent. Non, mais il faut quand même qu'on parle d'heures là maintenant. Et donc vous multipliez, alors une personne elle a 120 heures de DIF, elle a 96 heures de CPF, ça lui fait 216 heures. Et vous avez votre calculette, hein, parce que 216 heures multipliées par 15, ça fait 3240. Ah ouais. Et combien ça coûte la formation là? Ah, il manque d'argent là. Ah, il manque de l'argent là, c'est un peu con. Alors dites, mais vous faites un CPF de transition professionnelle? Vous envoyez la personne, alors c'est encore le FONGECIF, hein. Aujourd'hui ça s'appelle CEPIR. Hein. Non, c'est pas moi qui invente. Hein. On est bien sur un acronyme CPIR. Hein. Moi, si j'écris en langage SML, j'écris CEPIR. Hein. Donc, on envoie la CEPIR. Et la CEPIR va expliquer à la personne que, ok, mais il faut d'abord aller à l'organisme de formation pour qu'il fasse un positionnement. Donc, la personne revient vous voir pour faire un positionnement. Et vous vous rendez compte que le positionnement, c'est gratuit. Et c'est ça la réalité.
bon, enfin, quand je dis que c'est gratuit, c'est que vous n'êtes pas payé. Hein? Mais c'est payant quand même. Et du coup, c'est comment je fais pour que quand je suis pas payé, j'arrive quand même à ce que la personne vienne chez moi après. Ce qui n'est pas forcément gagné, parce qu'il n'y a pas une obligation de la personne. Donc là, vous voyez que la performance du système qu'on vous demande, c'est qu'on vous demande d'être performant dans le positionnement des personnes. Donc, on ne vous demande pas de vérifier que la personne est capable de faire la formation. On vous demande de regarder les compétences dont dispose la personne pour pouvoir adapter son parcours, personnaliser son parcours. Et donc, d'un seul coup, vous êtes en train de vous dire, mais moi, j'avais un truc un peu standardisé, là. Un truc qui fonctionnait bien, hein. J'avais X personnes qui arrivaient, c'était une forme de prescription, j'avais ma cohorte qui roulait. Maintenant, on est en train de me dire quoi? On est en train de me dire que je dois personnaliser le parcours. Et alors là, la cerise sur le gâteau, c'est... Avant, j'avais des HTS, des heures travaillées stagiaires. Puis là, on me dit, c'est un forfait. Donc, en gros, il faut que je me débrouille pour que j'intègre dans mon forfait le positionnement qui est gratuit, tout en sachant que potentiellement la personne pourrait ne pas venir chez moi. D'un autre côté, quand je fais mon positionnement, je me dis quels sont les dispositifs dont je dispose, BAE, bilan de compétences, pourrait être utilisé et donc réduire le parcours. Mais cette même personne me dit, ouais, mais moi j'ai compris, là, mon conseiller en évolution professionnelle m'a dit, là, par rapport à mon objectif, j'ai pas besoin de faire tout le diplôme. J'ai juste besoin, en fait, d'avoir le bloc de compétences, machin, qui est dans tel truc. Alors, tous les diplômes ne sont pas encore passés en bloc de compétences, mais la prochaine rénovation, hein, y est. Hein, je vous raconte un peu l'histoire d'après, mais réfléchissez à ça. Donc, d'un seul coup, elle vous dit, je vais faire juste ce bloc de compétences-là, mais j'aimerais commencer demain. La personne, elle vise une performance, elle. L'obtention la plus rapide de sa certification pour pouvoir répondre à son projet. Par contre, moi, je suis un organisme de formation et on me demande d'être performant rapidement pour pouvoir répondre aux besoins de la personne qui elle-même doit pouvoir répondre aux besoins de l'économie. Et là, ça commence à être chaud mon histoire. Donc à partir du moment où on a ce système qui se met en place, donc on est bien, vous avez compris, hein, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc potentiellement, on est pour la liberté de choisir son organisme de formation. Donc on est aussi sur un marché ouvert, un marché avec des produits disponibles. Et que potentiellement demain, puisque la loi elle dit que dans les 5 ans à venir, il faut des passerelles entre toutes les certifications, et donc des passerelles entre tous les certificateurs, et que si vous allez sur le site maintenant de France Compétences avec la Commission nationale des certifications, ils ont un objectif, c'est que quand quelqu'un met un mot-clé, on va lui proposer les blocs de compétences qui correspondent aux mots-clés. Et la personne va faire son marché là-dedans. Et quand je dis passerelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est une université et qu'on est du diplôme, mais que demain, potentiellement, parce que le bloc de compétences du diplôme est équivalent à un titre d'un ministère, à un CQP d'une branche, à un certificat d'un organisme de formation, demain, potentiellement, la personne va demander une équivalence pour l'ensemble de la chaîne, et que potentiellement aussi, vous, en tant qu'université, demain, vous pouvez être labellisé par d'autres certificateurs pour dire que votre bloc de compétences, il correspond à ça, ça, ça et ça, et donc on a un nouveau marché qui se crée. Et je répète ce que j'ai dit, je ne sais pas si j'ai dit, mais en tout cas, on est passé d'une logique verticale, on arrive à un point A et on va à un point Z, et on a derrière un modèle économique qui a été construit, et vous avez tous construit votre modèle économique comme ça, un modèle économique qui va être horizontal. Alors rassurez-vous, ça va prendre un peu de temps quand même, mais j'aime bien faire Madame Irma, et puis je suis en train de plonger, parce que
j'écris un texte pour la revue Éducation permanente qui sort au mois de septembre sur l'impact de la loi sur la formation dans les 10 ans à venir, donc je m'entraîne. Donc vous avez là une logique horizontale qui va se mettre en place, mais avec aussi une logique de consommation de la formation qui se met en place aussi. Et à partir du moment où le CPF est monétarisé, à partir du moment où il y a des enveloppes financières qui sont en jeu, la question qu'on va se poser tous ensemble, est-ce que, à travers la monétarisation de la formation devient un bien de consommation comme un autre? Et à partir du moment où on parle de bien de consommation comme un autre, est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une réflexion à avoir sur quand j'achète quand je vais chez un commerçant et que j'achète un produit, j'ai un délai éventuellement de rétractation, je peux ramener mon truc, etc. Et donc là, dernière cerise sur le gâteau, mais qui est toujours en lien avec la performance qu'on attend d'un organisme de formation quel qu'il soit, c'est le décret qualité. Puisque le décret qualité, il donne la main, on est dans le TripAdvisor là, de la formation qui va se mettre en place, et vous allez être noté. Puis d'un seul coup, si on va là sur ça, il y a une application qui va sortir là, au mois de novembre. Antoine, il adore cette application. Je me souviens, l'année dernière, il faisait chaud, on était dans le jardin du ministère, il me dit, René, je vais t'expliquer un truc, pourquoi c'est l'alpha et l'oméga, l'application. C'est, tu vois, là, je veux partir en formation, on est jeudi, je veux partir en formation lundi, je prends mon téléphone, je regarde, je vois que la formation que je veux faire, il y a X organismes de formation, je fais un choix par rapport aux tarifs, et par rapport aux petites étoiles là, qui sont à côté pour dire c'est bon, c'est pas bon. Je demande à l'organisme de formation, il a 48 heures pour me répondre que je suis inscrit ou pas. En 48 heures pour dire qu'il est inscrit, donc vous avez des sessions, alors, vous savez, ça fonctionne tout seul. Hein. Donc il me dit, j'ai ça, et le lundi, je pars en formation, je envoie mon truc à la Caisse des dépôts qui paye directement l'organisme de formation, dématérialisation totale. Je dis, ouais Antoine, ok, t'es sympa ton truc, mais si lundi je travaille, je fais quoi par rapport à mon employeur? Je dis, ouais mais toi t'es un vieux. Ah là, je veux bien Antoine, t'as pas 40 ans, j'ai un peu plus de 50, donc ok. Mais ouais, non mais tu comprends, parce que on va plus se former de façon présentielle. Moi, je peux me former là, à 3h du matin, je dis ok, tu dors pas beaucoup, mais quand même. Mais il me dit, il y a des plateformes, il y a des trucs en ligne, il y a des... non. Donc là, l'avenir de la formation et l'utilisation du CPF à travers le smartphone, ça va être comme ça va être ça. Hein. Moi, je veux pouvoir me former quand je veux. Ouais, mais il y a quand même des organismes de formation avec des salariés, avec du présentiel. Il y avait la 2483, mais ça n'existe plus pour les entreprises, mais il y a quand même une feuille d'émargement. Il dit, mais attends, on ne va pas continuer avec ces... Il n'a pas dit conneries, mais ça doit être un truc dans le genre même. Avec la feuille d'émargement, là maintenant, je trouve qu'on retrouve un autre système. Mais réfléchissez à votre modèle économique, à la performance et au changement là, copernicien qu'on est en train de vous demander. On nous demande d'être performants demain sur un marché qui est soi-disant dérégulé, et en fait qui est extrêmement régulé, puisque vous ne pouvez utiliser, quand vous êtes un individu, votre argent que dans le cadre de certifications inscrites dans des listes dont on a parlé tout à l'heure, et que si vous n'avez pas d'argent, vous allez pouvoir demander de l'argent à d'autres, à votre entreprise, à la branche ou à Pôle emploi, mais qu'est-ce qu'il fera encore que vous avez une autonomie de décision dès l'instant où vous allez chercher de l'argent chez les autres? Il n'y en a plus. Puisque ça va être le projet co-construit. Alors, je fais ma pub, là j'ai un texte qui sort dans la revue Savoir là, de ce mois-ci, c'est co-construction ou co-responsabilité. On est aujourd'hui dans cette situation-là où on donne des moyens à un individu pour faire, où on lui demande d'être performant en assurant sa propre employabilité sur le marché du travail,
Mais dans le même temps, cette employabilité-là, elle est en fait comme quand vous prenez le tram. Le tram, il ne peut pas prendre n'importe quelle rue. Il a en fait un chemin, des étapes qui sont des étapes balisées, un objectif, effectivement, c'est le dernier point. Mais quand vous arrivez au dernier point, le parcours qu'il a fait, c'est un parcours qu'on vous a proposé et vous êtes rentré dedans. Mais à aucun moment, c'est un parcours que vous avez choisi. Et donc, je récuse, moi, la notion d'acteur de son parcours professionnel. Pour moi, un acteur est quelqu'un à qui on écrit un rôle, qui est joué sous l'autorité d'un metteur en scène dans un cadre déterminé. Et un auteur, c'est quelqu'un qui écrit son texte, et qui joue son texte, qui vit son texte dans les conditions qu'il le souhaite. Or, tout le système de la formation professionnelle aujourd'hui, on nous dit qu'on est tous acteurs de notre parcours, et on est acteurs dans un parcours qui est un parcours balisé. Je veux bien que le contrat de travail soit un lien de subordination, contrepartie de votre force de travail. Pour reprendre le discours marxiste, on avait une rémunération. Mais si on regarde aujourd'hui la réalité, c'est qu'on pousse le lien de subordination juste à la formation. Et les gens qui ont créé la loi de 71, un bon nombre sont morts, mais si on est dans ce monde, je pense qu'ils seraient extrêmement surpris de voir comment on utilise encore aujourd'hui cette loi de référence en disant que c'est la loi de référence et qu'on s'inscrit dans cette loi-là, alors que cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la seule performance qu'elle demande, c'est que le marché puisse continuer à fonctionner, que toutes les entreprises soient des entreprises compétitives et qu'il y ait le moins de personnes au chômage possible. Je vais arrêter mon propos là, parce que je pense qu'il y a suffisamment de choses qui ont été dites. Si vous voulez, on avait dit que j'arrêtais vers 10h30, c'est à peu près ça. Donc je suis dans le timing, parce que sinon je peux être très bavard. Ce que je vous propose, c'est un jeu de questions-réponses, si vous avez envie, ou éventuellement aussi de parler des situations qui sont les vôtres et de finalement quel impact cette loi elle a sur les différents métiers qui sont les métiers qui sont les vôtres au sein de l'université, parce qu'il y a les enseignants, ok, alors déjà leur dire qu'on va faire des blocs de compétences, ça leur pose quelques soucis à certains, mais que derrière, quand on reçoit des gens, quand on est je sais pas, au CNAM, à la fabrique des compétences, et qu'on reçoit des gens qui viennent nous poser des questions, c'est pas si simple que ça aujourd'hui de les guider dans un parcours qui est quand même un genre de, comment on peut dire ça, labyrinthe assumé. Merci beaucoup. Je pense que l'assistance avait besoin un petit peu de ce temps de réflexion et d'écoute, et bien utile et permet un petit peu de voir toutes ces choses-là d'un œil différent. Est-ce que vous voulez intervenir ou demander des précisions, rebondir sur les propos de M. Bagorski? Je vous amène le micro. Monsieur Bagorski, bonjour. Patricia Baclaine du CNAM. Donc, merci pour ces éclairages et ces points de balisage que vous nous avez montrés. Alors, vous terminez sur l'acteur et vous n'abordez pas le fait que l'acteur est un interprète. Donc, comment vous pouvez le transposer, le côté interprète de l'acteur dans tout ce paysage? Merci. La notion de... Alors, j'aime bien le mot performance, parce qu'il y a des performances aussi d'acteurs qui sont dans un monde où en fait ils proposent un truc un peu innovant, qui part de leur personnalité, qui leur autorise où ils s'autorisent à aller vers des univers, ou explorer des univers. Le mot interprète, c'est... je vais reprendre finalement le monde de la chanson, parce que quand vous interprétez une chanson, il y en a peut-être qui ont chanté hier soir, à tue-tête sur la plage, mais c'était une interprétation personnelle, mais d'un truc qui existait.
Et que quand on est acteur et qu'on interprète, c'est pour ça que j'ai insisté sur la notion de metteur en scène, c'est quand même à un moment donné le metteur en scène aussi qui pousse la personne à interpréter les choses dans une direction souhaitée. Et je vais à cet égard revenir sur le conseil en évolution professionnelle. Et une des nouveautés de la loi de 2014 et qu'on retrouve aujourd'hui, et vous le savez, puisqu'au CNAM on a un certificat qui s'appelle conseiller en évolution professionnelle, et avec les collègues on travaille en fait sur deux choses. Un, on leur explique le contexte, mais la deuxième chose c'est la posture. Parce que finalement, le premier metteur en scène pour quelqu'un qui construit un parcours, ça va être le conseiller en évolution professionnelle. Et toute la difficulté, c'est pour ça que je parle de posture de ce conseiller en évolution professionnelle, c'est est-ce qu'il projette sur la personne ce qu'il pense être la personne? Est-ce que, dans la mesure où il a des objectifs à atteindre, sa performance à lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il mette les gens dans différentes cases, parce qu'en fait c'est ça les priorités territoriales, et à ce moment-là il cherche les interprètes les plus adaptés à ce contexte-là, ou est-ce qu'à un moment donné, y compris parce qu'on lui demande d'atteindre des objectifs et que son salaire en dépend, il va mettre en place un système où il va demander à des gens d'interpréter des choses dans certaines conditions, que ce n'est pas forcément le choix premier. On est acteur, mais derrière, c'est l'interprétation. Est-ce que c'est une interprétation libre? Et donc, on est dans des performances d'acteurs qu'on peut des fois trouver où on n'y comprend rien. Ou est-ce qu'on est dans une interprétation standardisée? Et j'ai quand même l'impression qu'à partir du moment où on détermine au niveau territorial des priorités, je reviens sur le CPF de transition, vous pouvez avoir un CPF de transition quand c'est des priorités territoriales, et que votre projet soit réel et sérieux, hein, c'est ce que disent les textes. À partir du moment où vous avez ces deux contraintes-là et que vous demandez à quelqu'un d'interpréter quelque chose, qu'est-ce qui fait que vous estimez que son projet est réel et sérieux, et que derrière tout ça, la personne est réelle, entre guillemets, et sérieuse aussi, et que son projet a autant de valeur qu'en fait des priorités qui sont des priorités territoriales. Ce sont des vrais enjeux. Et tout l'accompagnement et toute l'orientation qui va se mettre en place, qui se met déjà en place, c'est quelles sont les contraintes de ceux qui accompagnent et quelle liberté d'interprétation on laisse à chacun des individus, et je préfère dire individu que acteur en l'occurrence, parce que c'est la personne elle-même qui... Vous savez, on en a connu des personnes... Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière en lycée professionnel, donc c'était à la fin des années 80, et j'avais un gamin, mais alors, c'était un mécanique général, il n'en avait rien à faire de ce qui se passait à l'école. Réunion parents-prof, il y a sa mère qui vient et qui me dit moi j'en ai marre, dès qu'il rentre de l'école, il est dans la cave, il monte, il démonte sa mobilette, il la connaît par cœur. Ben, le gamin, lui, il voulait faire de la mécanique auto ou de la mécanique moto, il ne voulait pas faire de la mécanique générale, sauf qu'il y avait de la place en mécanique générale, qu'il n'y avait pas de la place en mécanique auto, et s'est retrouvé en mécanique générale. Réfléchissez au nombre de personnes qui ont des parcours aujourd'hui de formation qui ne sont pas des parcours choisis, mais des parcours à un moment donné qui correspondent à l'organisme lui-même, au modèle économique de l'organisme et éventuellement aux besoins qu'on a décidés pour lui. Ça, ce sont des vraies questions. Bonjour, donc Éric Perrol-Lyon 1. Je voulais vous poser une question au sujet de la liberté que vous avez. Est-ce que vous pensez que l'individu a plus de liberté quand même aujourd'hui qu'avant le 5 septembre 2018 ? Et avant, il n'avait pas ces 500 € par an, etc. Il avait, pour pouvoir les mobiliser. Et ensuite, est-ce qu'il y a encore une place pour les missions de service public dans ce paysage ? Je vais revenir à la loi de Delors. Pour répondre à votre question, la loi de Delors, c'est la première fois où on oblige les entreprises à verser une cotisation pour la formation. Et
Et cette finalité de cette cotisation-là, elle doit servir à la formation qui répond aux besoins de l'entreprise et doivent permettre à n'importe quel collaborateur de faire une formation de son choix. En 2003, les employeurs disaient il faut arrêter avec les formations macramées. Hein. On a tous un peu entendu ça, c'est des formations qui servent à rien. Et donc, si je prends la loi Delors, je pense qu'il y avait une liberté pour un individu, même quand il était salarié et même quand il avait un contrat de travail, de faire une formation de son choix qui était y compris payée par l'entreprise et qui était une forme de salaire différé. Aujourd'hui, quand on regarde la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vous avez de l'argent. Mais cet argent-là, souvent, vous n'en avez pas assez. Parce que 500 € par an, multiplié par 10, ça fait 5000. Toutes les formations en enseignement supérieur, j'en connais pas qui coûtent 5000 €. Donc, ce qui veut dire que la personne, il faut qu'elle mette de son argent à elle. On dirait que ça existe déjà aujourd'hui, mais voilà. Mais la liberté de la loi de Delors, c'était je veux faire de la philosophie, je pouvais faire de la philosophie. Aujourd'hui, si je veux faire une formation avec mon argent, ça ne peut aller que vers une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. C'est-à-dire que tous les diplômes de l'enseignement supérieur qui ne sont pas des diplômes professionnalisants ne sont pas éligibles à un financement du compte personnel formation. Donc par rapport à votre question, la liberté, certes, on a de l'argent, mais cet argent-là, dans un univers fléché, donc la liberté de choisir son avenir professionnel, ok, réponse aux besoins de l'économie, mais la liberté de choisir une formation pour un parcours citoyen, je ne la vois plus. Votre première question. La deuxième question, quelle est la place finalement du service public là-dedans? Je réfléchissais l'autre jour à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Vous savez qu'on a été jusqu'au 1er janvier dans un système subventionné. C'est-à-dire qu'il y avait une collecte, une taxe d'apprentissage qui était répartie, on va vous faire le barème, le quota, le bazar, là, parce qu'on va mettre dans des arcanes, mais vous aviez quelque part un système subventionné, et y compris on avait dédié une partie de ce marché d'apprentissage à l'enseignement supérieur. Quand vous regardez les derniers ajustements qu'il y a eu dans la loi là, de 2018, il y a encore un peu eu quelques enveloppes fléchées qui allaient vers l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, parce que quelque part c'était un moyen pour l'État de réduire ses prestations financières et d'avoir une compensation à travers l'apprentissage. Aujourd'hui, ce qu'on dit sur l'apprentissage, c'est que c'est un marché ouvert, ni la subvention. On dit une deuxième chose, c'est que n'importe quel organisme de formation pourra faire de l'apprentissage demain. Et on dit une troisième chose, c'est que tout contrat sera financé. Alors que jusqu'à présent, vous aviez, quand vous étiez CFA, convention d'objectifs de moyens avec un conseil régional, qui vous garantissait sur la durée de votre convention, tous les ans, des moyens financiers, puisqu'il y avait des subventions d'équilibre qui étaient votées, et que vous ayez un nombre d'apprentis ou pas qui était à l'intérieur de vos sections, vous étiez financé quand même. Ça, c'est fini. Et donc, on avait quelque part, à travers ce système-là, une garantie, une pérennité de mission de service public, parce que, y compris dans le trou du cul du monde, pardon pour l'expression, vous aviez un CFA qui pouvait être installé et qui générait une activité économique et qui permettait à des personnes qui avaient des difficultés de transport d'y venir. Demain, avec ce qui est mis en place, ce CFA qui est au fin fond là, de la province, comment il va faire son sourcing, comment il va pouvoir assumer un modèle économique dont il sera le seul responsable, puisque c'est le contrat qui va être financé. Donc par rapport aux missions de service public dont vous parlez, c'est effectivement, est-ce qu'on met en place un système qui sera un système où tous les dispositifs de la formation professionnelle seraient mis en œuvre par
un grand service public de l'éducation et de la formation. On n'y est pas, on n'y sera jamais. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement le privé s'insère, comme le sucre dans le café, rentre petit à petit dans le public et devient en fait un moyen financier pour faire tourner en fait l'ensemble du système. Donc les garanties derrière d'équité, je ne parle pas d'égalité, d'accès pour l'ensemble des citoyens et des formations dans de bonnes conditions, ça reste un point d'interrogation. Bonjour, Florence Domary, Université de Cergy-Pontoise. Donc merci Monsieur Gamurski pour vos propos, moi ils me font chaud au cœur. Et à la fois je me pose la question suivante, on est un peu englué dans une espèce de pensée groupale qui dirait, ben voilà, le chômage c'est un vrai problème, on n'a pas assez de salaire, on n'a pas assez d'actifs, les vieux ne vont pas pouvoir vivre suffisamment longtemps dans de bonnes conditions, on va perdre notre souveraineté dans le monde, voilà, c'est vraiment des spectres terribles. Et donc du coup, compte tenu voilà, que, que ce sont des mots qu'on entend tout le temps, qu'on nous martèle, quelle est votre proposition, vous, pour un monde différent ? J'ai combien de temps là pour y répondre? Je vais juste, c'est pas pour résumer le propos, mais pardon. Je me suis amusé en fait à faire une diapositive en disant quels sont les marchés de la formation aujourd'hui. J'ai mis l'université au centre. Je pourrais mettre une branche professionnelle au centre parce que c'est la responsabilité de la branche professionnelle de déterminer sur ces segments-là l'ensemble des priorités. Donc vous voyez que je me suis amusé avec les lignes de financement. Vous avez pour les entreprises de moins de 50, il y a encore une enveloppe au niveau de l'OPCO. Pour les grandes entreprises, il n'y a plus d'enveloppe. Et puis après, par contre, l'université a un impact sur l'individu, le CPS smartphone, transition, financement caisse des dépôts. Il y en a tout ça, puis on a un sujet qui est le sujet de la certification, là, que j'ai mis là. Et la certification, si je mets nos branches au milieu, vous savez tous qu'aucune certification ne sortira sans qu'elle soit validée par la branche professionnelle et que la certification répond aux besoins de l'économie. Y compris l'enseignement, les diplômes de l'éducation nationale, y compris l'enseignement supérieur. Le monde idéal, c'est... je n'ai pas le monde idéal, mais je revendique le droit en tant que personne d'être une personne, de ne pas être un salarié d'eux. Je revendique le droit d'être une personne et de ne pas être un demandeur d'emploi. Je revendique le droit d'être une personne et de ne pas être en fait un travailleur en situation de handicap. Je revendique le droit d'être une personne et de ne pas être en fait un jeune qui est suivi par une mission locale. Mais si vous regardez concrètement les choses telles qu'on les a mises en place, mais c'est pour aider. Hein, la limitation à 80 km/h sur les routes, c'est pareil, c'est pour notre bien-être. Mais moi, quand je suis dans une grande ligne droite, là, quand je me dis, mais quelle est mon autonomie de penser, ma liberté de penser et ma capacité en fait à m'adapter à la situation que je rencontre. Aujourd'hui, tout est dans des cases. Tout est standardisé, mais on vous dit que c'est un marché ouvert. Mais on est dans... Je vais tirer sur le fil par rapport à votre question service public et par rapport à la question aussi évolution des organismes de formation, c'est que, vous savez, la grande distribution a cartélisé un peu le pays, puisque vous avez des enseignes que vous allez trouver, je vois Vincent Belay, les Cora sont dans l'Est, et puis vous allez retrouver cette marque-là, vous la trouvez nulle part ailleurs. Et vous avez comme ça l'ensemble des enseignes qui se sont finalement réparties le territoire national. Je crois, et notamment à travers le décret qualité et la standardisation qui se met en place, c'est qu'on va avoir une forme de cartélisation aussi de l'offre de formation avec le service public dans sa globalité qui aura une place et que ce service public dans sa globalité ne pourra exister que s'il se rentre dans les fourches codines, forme de standardisation, que ce soit la qualité ou les priorités territoriales énoncées. Et donc, quelle est la liberté
un organisme de formation et a priori d'une université. Je crois que l'université avait comme vocation, je crois, de construire aussi des élites et surtout, un mot que, quand je le dis comme ça, ma femme me dit mais qu'est-ce que tu vas dire quoi, réflexivité? Encore un jargon, mais enfin, on se comprend, je crois. Réflexivité, cette capacité en fait de prendre du recul et analyser une situation en se mettant un peu en situation au-dessus. Je crois que tout est fait aujourd'hui justement pour qu'on ne soit pas dans une situation de capacité d'analyse et de recul, et pour qu'on soit simplement à un moment donné un acteur, un interprète dans un parcours standardisé qu'on vous propose en vous disant que vous aviez la liberté, qu'on vous a donné la liberté de choisir. C'est un peu ça qui m'inquiète. Autre question? Nous avons encore une dizaine de minutes avant de passer à la suite, donc je pense qu'il faut en profiter. Jocelyn Varret, Aix-Marseille Université. Moi, je me pose une question. Attendez, je vous amène le micro. Bonjour, Jocelyn Barret, Aix-Marseille Université. Moi, je voudrais vous interroger sur la capacité d'une branche professionnelle à pouvoir sortir du cadre, puisque aujourd'hui, les compétences, on va être sur des compétences de court terme, au mieux de moyen terme, et on voit bien que ce qui crée l'innovation, c'est quand même sortir du cadre. Et ça vient peut-être un peu renforcer votre vision de standardisation, mais est-ce qu'on ne va pas reproduire toujours plus de la même chose? Je vais vous sortir une diapositive que j'ai fait sur les opérateurs de compétences. Comme elle est en animation, je vais la mettre rapidement, parce qu'en fait, par rapport à votre question, je vais remettre l'outil de gestion, qui est l'opérateur de compétences avec ses 3 missions. Il gère, il accompagne les branches et il assure un service de proximité. Dans la gestion, c'est l'obligation légale, hein, les fameux que versent les entreprises, qui va passer par l'entreprise, l'URSSAF, et qui sera redistribuée par France Compétences, dans des règles et des priorités déterminées par France Compétences en lien avec les demandes des branches professionnelles. Il y a un deuxième sujet qui va être un sujet extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les accords de branche qui vont donner des enveloppes conventionnelles. Les enveloppes conventionnelles, ça va être quoi? Ça va être en fait les priorités déterminées par la branche, tant en termes de public que de certification, qui doivent répondre aux besoins. Et si, je vais aller un peu vite parce que ça ne nous apporte pas, par rapport à votre question. Les opérateurs de compétences vont accompagner les branches dans la mise en œuvre d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Donc le rapport qu'on a fait avec Jean-Marie Marx, vous vous souvenez, là, il y a certains, je suis venu là, c'était septembre-octobre, je ne me souviens plus, pour présenter un peu le rapport, je vous ai expliqué un peu le lien, c'était des champs cohérents. Et dans les champs cohérents, c'était des métiers, des formations, des certifications communes qui devaient être un peu le ciment du système. Donc aujourd'hui, on a 11 OPCO qui ont été mis en place, qui ont une certaine forme de cohérence. Alors il y a 80% de ce qu'on avait écrit avec Jean-Marie qui ont été retenus, 20% restants, là c'est le clientélisme qui a perduré. Mais on a quand même aujourd'hui ces notions d'observatoire qui doivent aider les branches à réfléchir à leurs besoins dans les 5-10 ans à venir. Or, on sait aujourd'hui que 50% des métiers seront plus les mêmes dans les 10 ans à venir, et que la génération qui arrive là, avec Internet, demain, sera dans des compétences transverses acquises par elles-mêmes, qui leur permettront à un moment donné d'être extrêmement mobiles et agiles sur le marché du travail, sans doute plus que les générations actuelles. Mais les branches ont besoin de déterminer des priorités. Est-ce que ces priorités sont des priorités de cœur de métier, ou est-ce que ce sont des priorités de compétences transverses?
Or, on est aujourd'hui, si on regarde un peu l'ensemble du système d'information, si vous regardez ce qui a été financé sur le CPF là, depuis qu'il a été créé, on est clairement sur des certifications transverses. Donc, on veut nous faire croire, on dit que la branche est au centre du système. Or, 60% des métiers dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont des métiers transverses. Donc, c'est comment on est en capacité, y compris demain, de réfléchir cœur de métier, en sachant que pour le cœur de métier, il faut un socle transverse de plus en plus conséquent pour pouvoir être opérationnel. Mais ce que dit aussi la loi, c'est que les opérateurs de compétences vont accompagner les branches de la construction des certifications. Mais ces certifications-là, elles vont les construire avec quoi? Avec les observations qu'elles auront pu faire et le travail des observatoires. Et la troisième chose, le troisième accompagnement des OPCO, ça va être sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des branches. Vous savez que toutes les branches ont 3 ans pour négocier une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dont la formation fait partie. Vous vous rendez bien compte que cette GPEC sera le résultat de l'observatoire, contiendra les certifications prioritaires, et que pour financer tout ça, ça ne va pas être avec l'obligation légale. Ça va être avec les enveloppes conventionnelles que vont déterminer chacune des branches. Et là, il y a un enjeu extrêmement important, c'est comment les branches sont en capacité d'avoir effectivement une perception du monde de demain. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure de la place du service public. Dans l'accompagnement sur les certifications, est-ce que ce n'est pas le service public, que ce soit l'enseignement supérieur, les GRETA, l'AFPA, qui peuvent être les référents sur la construction des certifications de demain parce qu'il y a un savoir-faire, plutôt que d'ouvrir la certification à un marché privé, ce qui nous pend au nez. Et donc là, on a des enjeux qui sont des enjeux extrêmement forts. Ce qui nous amène sur le service de proximité qui va être emmené par les OPCO aux entreprises adhérentes pour leur expliquer quoi? Quelles sont les priorités déterminées par les branches, leur expliquer qu'il y a des enveloppes. Et tout à l'heure, on parlait du CPF de transition professionnelle. Vous vous rendez bien compte que les priorités dégagées par les observatoires de branches qui sont dans les opérateurs de compétences vont être ces priorités-là qu'on va retrouver demain sur les, dans le cadre des priorités déterminées par les fameuses CPIR. Et là, je boucle la boucle. Ok ? Notre intervention? Oui. Je vous enverrai ce que j'ai pas. D'autres questions? Encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Bien, écoutez, on va en terminer avec cette présentation extrêmement instructive, édifiante, avec un point de vue, je pense, qui a provoqué des réflexions chez tout le monde. Merci beaucoup. Donc on arrive au moment de la cérémonie de clôture, si je puis dire. Alors, on devait avoir une intervention via vidéo. Je ne sais pas si elle est prête. Est-ce que M. Giuliani veut prendre la parole maintenant? On peut? M. Lasserre. Bien. Pendant que nous établissons le contact avec Mme Gangloff-Ziegler pour
la partie visio. Donc, je vais consacrer ces quelques minutes pour je vais citer deux. Oui, on va juste vous demander de rester par respect à la fois pour l'équipe qui nous a accueillis, et puis je tiens vraiment à ce que chaleureusement nous puissions finalement les saluer comme il se doit. Je voudrais simplement revenir peut-être en 2 petites minutes sur la tenue de ce colloque, sur l'organisation et le déroulé que nous avons souhaité. Vous l'avez compris, et avant que René bon, non, il va rester avec nous jusqu'au bout. L'idée a bien été effectivement de démarrer vendredi avec quelque chose une intervention, celle d'Antoine Fouché, qui avait pour objectif un peu de nous secouer, de nous porter finalement un peu dans nos retranchements, et puis de nous donner finalement quel était le tempo qui était porté par le ministère du Travail aujourd'hui sur ces marchés de la formation professionnelle, et puis dans un second temps peut-être sur ce temps de la journée d'hier de poursuivre les travaux avec la Caisse des dépôts, de vous laisser des temps entre vous d'échanges de pratiques, de regards un peu croisés, et puis de réactions, et de pouvoir partager ces réactions. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a vraiment besoin entre nous, et c'est aussi là la force de notre réseau, que de pouvoir se donner ces temps d'échange, de partage d'informations, d'acculturation collective et d'appropriation des enjeux, de lecture de ces enjeux, de telle sorte qu'ensuite, dans chacun de nos établissements, nous puissions produire ou en tout cas porter le projet qu'on a envie à l'appui de nos présidences. Et puis l'idée ce matin, et il a été pleinement dans son rôle et a répondu à nos attentes, que René puisse venir nous donner une autre lecture, celle qui n'est pas d'une approche totalement mercatique, d'une approche qui nous renvoie finalement aussi à un peu d'histoire, et comme il l'évoquait, de se dire on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on ne sait pas de où nous venons, et quel projet finalement, ou quel projet de société nous avons aussi envie de construire. Et donc je le remercie très vivement pour les propos qu'il a tenus, parce qu'effectivement on a aussi besoin dans nos organisations à un moment donné de prendre cette distance, d'avoir des présentations qui nous renvoient finalement à la fois à je dirais beaucoup de pragmatisme, un peu un humour décalé parfois sur la façon finalement dont on peut lire la loi et ses évolutions, et puis mais aussi de nous renvoyer dans cette approche un peu distanciée à ne pas forcément accepter tout ce que l'on a envie de nous faire, je dirais de nous imposer. Donc je pense que ces éléments-là étaient importants, et c'était vraiment les différentes dimensions qu'on avait envie de porter au sein autant de ce colloque. Voilà, donc effectivement on arrive à la période un peu finale, 2 journées, enfin 3 jours finalement qui sont passés très rapidement. Et puis peut-être, avant que de remercier les collègues de Nice, je tenais quand même, puisque nous sommes dans ces locaux, à avoir peut-être un petit temps et à associer à cette journée Thierry Garot, qui nous a quittés accidentellement en février dernier. Notre collègue qui était à Nice, qui s'est beaucoup impliqué dans le développement de la formation continue au sein de l'IAE, ici de Nice, et dans sa présidence du réseau, notamment du réseau Neige. Donc je tenais au nom de notre collectif à saluer sa mémoire. Je sais qu'il était très proche des équipes, et il avait matière à saluer son professionnalisme et sa gentillesse. Voilà, donc ceci étant, je tiens, et je vais céder rapidement la parole à Hubert, je tiens vraiment à saluer l'équipe niçoise. Je sais que vous vous êtes beaucoup challengé sur la période des 6 derniers mois. Bénédicte n'avait de cesse que de dire que vous mettiez tout en œuvre pour que ce soit une réussite. Et cela a été une réussite. Alors effectivement, après des travaux dans une chaleur qui était un peu tonitruante, on a pu hier soir passer un moment un petit peu magique dans un endroit qui est quand même un endroit d'exception. Et c'est tout à votre honneur que nous avoir permis finalement d'aller côtoyer cette infrastructure d'exception. Donc un grand merci pour toute l'organisation, pour l'implication que vous y avez mis,
et pour ce souci que nous soyons dans les meilleures conditions. Donc un grand bravo. Bien, merci pour l'ensemble de l'équipe. Tout d'abord, un aparté sur le matériel, mais ceux qui me connaissent sauront que je passe d'abord à la partie technique avant de passer à d'autres considérations. Pour les personnes qui ont réservé un repas, donc dès la fin du colloque, vous pourrez le récupérer en même temps que vos bagages. Voilà. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter certaines des personnes de l'équipe présentes dans la salle. Tout simplement, les personnes absentes sont de service, je ne ferai bien sûr que les mentionner. Alors, nous avons Béatrice Dumont, qui s'est pleinement investie concernant en particulier, vous l'avez vu plus matériellement, lors de l'accueil, donc à l'une des tables. Patricia Gâteau également. Ingrid Semaille, présente parmi nous. Tu peux te lever, Ingrid. Merci à toi pour ton investissement de participation. Hélène Serboni-Pérez. C'est votre instant, donc ne soyez pas si timide que ça. Caroline de Sèvres. Jean-François Blasi. Mais si, allez, fais pas semblant. Personne n'y croira. T'aimes bien qu'on parle de toi. Tu te vengeras là. Marie Paulet. Non, ne te cache pas. Tu étais beaucoup moins timide sur la piste de danse hier soir. Donc assume pleinement ton énergie. Malheureusement souffrante aujourd'hui et s'étant occupée d'une partie des facettes techniques, Eva Stoffeneler. Peut-être dans la salle ce matin présente, je ne la vois pas, Joliet. S'étant particulièrement investi sur déjà effectivement sur la partie organisation visible, vous les avez croisés l'un et l'autre, mais également sur les facettes beaucoup plus techniques, comptables, chiffres. Nous avons eu Gisèle Allegrini. Gisèle ne t'échappe pas, elle s'enfuit. La Corse et l'équipe s'enfuit. Patricia, bien, je t'ai déjà cité. Béatrice également, venez ici. Bien, Gisèle, faussement timide, s'est éclipsée. Damien Ortega, voilà, mais beaucoup investi sur la partie comptable et tout ce qui est enregistrement, etc. Et je mettrai l'accent tout particulièrement, non pas par l'investissement personnel, parce que toute l'équipe s'est pleinement investie, mais également sur le temps passé, l'investissement en termes d'organisation. Donc Isabelle Dio, à qui nous devons également énormément de l'instant magique du lieu d'hier soir. Et j'ai odieusement profité de ses compétences dans ses anciens métiers, justement, pour qu'elle nous propose à tous ces quelques heures, à la fois gastronomiques presque, et également de danse et de cadre. Sur le volet communication, également pas mal d'aspects techniques, donc Cyril Nayeb. Donc là, vous avez eu les deux personnes qui, en termes de volume horaire d'investissement, eh bien, ont passé vraiment beaucoup de temps de manière à ce que
cette instance soit de cette qualité. Et naturellement, je ne peux pas terminer ce récapitulatif d'investissement sans l'inépuisable Madeleine Arnaud, ma directrice administrative. Je sais que tu n'aimes pas, mais je ne pouvais pas te lutter pour l'occasion. Tu te vengeras également à l'occasion, je te fais confiance. En tout cas, merci pour vos applaudissements pour l'ensemble de l'équipe. Et effectivement, il et elle l'ont pleinement mérité. Merci. Nous vous laissons regagner vos places. La connexion est fonctionnelle. Nous voyons Christine à l'écran. Et donc je pense, Christine, si tu nous fais-nous peut-être un petit signe si tu nous entends correctement. Déborah me laissait entendre qu'a priori c'était bon. On ne t'entend pas. Mais ça ne saurait tarder. Souci technique. Nous te voyons. Alors, le son arrive, mais il n'est pas amplifié. Pas du tout. On va tenter en mettant le micro à la sortie. Ah, magnifique. Éphémère, mais efficace. On a perdu l'image. Nous t'entendons, mais nous ne te voyons plus. Nous entends-tu? Bon. Peut-être s'il te plaît de parler, Christine.
Ce que l'on te propose, Christine, nous n'arrivons pas à avoir le son et l'image. Donc si tu veux bien, nous allons privilégier le son, malheureusement, de telle sorte que nous puissions t'entendre. On aura une image figée, mais à minima, nous pourrons entendre ta voix et le message que tu souhaitais nous faire passer au nom de la CPU. Je remercie du travail accompli au quotidien et puis effectivement de la relation que nous réussissons à mettre en place pour le développement de la formation pro. Et je sais que vous êtes, côté CPU, très sensible à l'ensemble des questions qui se posent à nous et au fait que la formation professionnelle soit un enjeu pour nos établissements. Donc je te cède tout de suite la parole et en espérant que le son passe. Donc à toi, merci. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Vas-y, vas-y. Donc je disais que ouais, ok, donc j'aurais bien prévenu avec grand plaisir vous rejoindre et suivre les débats, mais évidemment là c'était un petit peu compliqué. Je pense que les salutations donc, de la conférence des présidents d'université et de son président Gilles Roussel. La performance, en fait, qui a été thème de votre colloque, est un terme qui, appliqué à la fonction et à l'action publique surtout, est assez récent à l'université. C'est en fait finalement depuis 2001 par la LEMS qui a fait passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Effectivement, la performance interroge les résultats de l'action située dans un cadre parfois compétitif ou pour le moins comparatif, bien entendu aussi vis-à-vis de l'État, notamment de l'État, dans un but de rendre compte. Je crois que pour ce qui concerne la formation professionnelle universitaire, à laquelle il est difficile d'ailleurs aujourd'hui de ne pas associer la formation par apprentissage, vous avez été précurseur dans la réflexion nécessaire sur les résultats d'une action menée, parce que vous êtes depuis toujours en fait en contact avec des prospects et des clients. Et cette question est d'autant plus sensible face à la loi pour construire son avenir professionnel qui renforcera la compétition entre les acteurs de la formation. Alors, en recherchant un peu, vous aviez déjà utilisé le terme performance dans votre colloque de 2016 et en affirmant à juste titre que la formation professionnelle universitaire était un levier de la performance des territoires. Je crois que c'est cette double approche que l'on peut et qu'on doit mesurer. Quelle est évidemment notre performance en tant qu'université dans ce domaine et en quoi nous sommes un levier de la performance de nos interlocuteurs. Et en effet, parler de la performance de la formation continue renvoie à la question du développement de l'employabilité des auditeurs, la croissance des entreprises et organisations et de la satisfaction évidemment qui s'ensuit de leurs clients ou usagers, du développement des territoires et dans le cadre de ce colloque, du renforcement de la place des universités dans ce domaine. Parce que sur ce marché, fortement mis en lumière par la mise en œuvre de la loi Choisir son avenir professionnel, parler de la performance de la formation professionnelle à l'université pose la question aussi de la spécificité que nous apportons dans ce cadre. Je peux citer
Bien, merci Christine pour ces mots et encouragements. Effectivement, je pense que l'on se rejoint pleinement sur les problématiques posées et sur la difficulté, ou en tout cas les leviers principalement, puisque nous allons rester positifs et l'idée est bien d'identifier les leviers de transformation de nos organisations pour que demain l'enseignement supérieur conserve effectivement cette place stratégique sur le champ de la formation professionnelle. Et pour reprendre un peu les mots de René Bagorski tout à l'heure, peut-être qu'au-delà d'un lien et d'une formation professionnelle très orientée finalement sur une finalité liée à l'emploi, effectivement de renvoyer aussi la question de l'enseignement supérieur et de l'université sur l'accompagnement des citoyens et sur des mises en place de systèmes d'ouverture de telle sorte que l'éducation et l'enseignement supérieur restent accessibles au plus grand nombre à tout moment de sa vie, et quel que soit le projet qu'ils poursuivent derrière cette volonté d'accéder au savoir et à la connaissance. Peut-être avez-vous une intervention ou une sollicitation. Les conditions techniques sont peu favorables, mais si vous le souhaitez, on peut tenter une ou deux questions à l'adresse de Christine Gangloff. Ne soyez pas timide. La chaleur écrasante niçoise vous aurait-elle rendu un peu aphone ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci. Christine, je vais te remercier pour cette intervention et le temps que tu as pris pour pouvoir participer et clore ce 46e colloque. Et puis, à très bientôt, je pense, pour poursuivre nos aventures et nombreux chantiers en cours. Merci à toi, à très bientôt. Allez. Voilà, donc après 3 jours intenses de débats, conférences et ateliers, le temps est venu de clore ce 46e colloque de la formation continue à l'université. Cette année, le colloque a été placé sous le thème de la performance, de la formation professionnelle à l'université. Durant ces 3 journées, nous avons pu bénéficier des éclairages de nombreux intervenants de très grande qualité. L'ensemble des débats ont été enrichis par les interventions et les questions de vous tous, puisque la FCU souhaitait que ce colloque soit placé sous le signe de l'échange et du partage. Donc je remercie à nouveau l'Université Nice-Côte d'Azur de nous avoir accueillis dans ses locaux de Saint-Jean-d'Angély. Je remercie tous les intervenants pour leur contribution. Je remercie l'ensemble des participants que vous êtes pour votre présence et votre apport à ces journées consacrées à la performance. J'espère que vous avez tous apprécié ces échanges et qu'ils ont nourri efficacement votre réflexion et votre perception de la formation professionnelle. Si je peux me permettre quelques mots plus personnels, j'ai découvert le monde de la formation professionnelle lors de ces 3 jours, avec un regard neuf, voire candide. Ce qui m'a marqué, je pourrais le résumer en 2 mots, réflexion et engagement. Réflexion, car la formation pro est une matière vivante, évolutive, et tout l'objet de ce colloque était justement de vous poser des questions et d'élaborer des solutions ensemble, de manière collective. Le deuxième mot, c'est engagement, car ce qui transparaît de manière très forte quand on assiste à vos travaux, c'est la passion que vous avez pour votre métier. Il y a eu ce petit débat très significatif sur les termes à employer. Est-ce qu'on doit parler d'usagers, de citoyens, de consommateurs? Je pense que l'on parle tout simplement d'humains. Et toute la noblesse de votre action, c'est justement de vous adresser à des humains, de les aider à se perfectionner, à acquérir des compétences, à s'épanouir, à s'émanciper. Un des intervenants a dit « Les valeurs, c'est comme l'amour, il faut des preuves ». Je pense que nous avons eu durant ces 3 jours la démonstration que vous aimez profondément votre métier. Un peu, beaucoup, passionnément. Merci. Je vais reprendre pour le mot de la fin. Tout à l'heure, dans les remerciements, il en est un que nous n'avons pas salué, c'est Hubert. Je ne sais pas où il est. Il est là, il est encore caché. Certes, nous pouvons saluer le travail de ton équipe, mais encore faut-il qu'il soit manager. Donc merci Hubert, je sais que c'était un
un challenge à relever. Et je te demanderai de relayer nos remerciements également à Nadine. C'est bien le binôme avec qui nous avions initié ce projet. Et puis, je l'avais fait l'an dernier, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas pris le temps de le faire puisque je souhaitais que l'on cède la parole à Christine également. Vous le voyez, je pense, et au travers des échanges qu'on a pu avoir de façon un peu informelle, nous tentons de créer du lien, de réussir à alterner des activités pour le réseau qui soient effectivement aujourd'hui peut-être d'une dimension très politique dans les relations qu'on essaie de tisser avec l'ensemble des acteurs. Vous l'aurez compris, on a essayé véritablement, et cette année 2019 a été quand même très fortement centrée et notre énergie concentrée sur ces impacts un peu stratégiques et cette dimension très politique. Mais nous n'oublions pas que ce réseau vit avant tout à travers vos activités, à travers les compétences collectives que nous développons et les projets que nous portons ensemble. Et indéniablement, la question de la mise en œuvre ou du renouveau des ateliers, des groupes de travail collaboratifs que l'on a un peu mis entre parenthèses sur ces derniers temps, faute, je dirais, d'énergie et de temps à y consacrer dans l'animation, fera l'objet d'un effort particulier sur lequel nous allons nous concentrer. Des thèmes transversaux se dégagent aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion d'en évoquer un certain nombre hier dans les ateliers. Et puis, je pense que c'est aussi le fruit des réflexions de ces 3 journées. Et donc des remerciements à nouveau chaleureux également pour les membres du conseil d'administration qui ne comptent pas ni leur temps, ni l'énergie qu'ils consacrent pour que ce réseau vive. Et donc je vous demande également de les applaudir et de les remercier. Et bien entendu, comme tout président qui se respecte, j'ai besoin qu'on me rappelle à mes obligations, et il est vrai qu'il est de coutume que l'on rappelle à l'issue du 46e, que l'on vous annonce où nous serons pour ce 47e colloque. Alors je ne sais plus, où sont-ils nos collègues de Créteil? Ils sont là, ils sont là, une belle rangée, et donc nous aurons le plaisir d'être accueillis l'an prochain à Créteil. La barre a été mise assez haute, il va falloir relever le challenge, mais nous sommes pleinement confiants. Donc pour nos dignes successeurs à cette épineuse tâche, n'hésitez pas à nous contacter de manière à ce que tout ce que nous pourrons faire, naturellement nous ne sommes pas dans vos contrées parisiennes, mais nous transmettions le savoir-faire, les écueils que nous avons rencontrés, la manière dont, plus ou moins difficilement, nous les avons contournés. Donc vous aurez toujours bon accueil, et donc voilà, n'hésitez pas.